Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Eugénie Muller et aujourd'hui, je prends la parole toute seule, face caméra. Je ne suis pas en interview avec quelqu'un d'autre, mais je vais répondre à plusieurs questions que j'ai reçues pendant la préparation du sommet. J'avais sollicité ma liste mail pour savoir les sujets qui étaient potentiellement intéressant à mettre dans cette interview. Et j'ai eu pas mal de propositions. Donc, j'ai fait du tri, j'ai fait un choix. Et puis, j'ai aussi mis les questions que moi-même, je m'étais posées pendant la période où j'ai traversé mon propre burn-out. Voilà. Vous allez voir que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et que je connais intimement. On parle de l'addiction au travail. Voilà, c'est un sujet qui peut déranger, qui peut même agacer, surtout quand on se dit non, mais moi j'adore ce que je fais, donc forcément moi c'est pas pareil. Et pourtant, il y a des signes, il y a des comportements qu'on croit normaux et puis qui sont en réalité des stratégies de survie déguisées. Alors, j'ai envie de poser des mots simples, des mots clairs, des mots vrais et de vous donner des repères parce que on peut apprendre à faire autrement sans se saboter. Et ça, c'est important de le savoir. Parce que être addict au travail, c'est pas juste être passionné, c'est pas juste être débordé. C'est un mécanisme de survie. Voilà. Là, on a dépassé le j'aime mon boulot, d'accord? C'est un vrai système intérieur qui tourne en boucle et même quand le corps il dit stop, ça continue encore à tourner. Donc, c'est une des racines les plus profondes du burn-out. Et vous savez que je vous parle souvent des petites graines du burn-out qui sont à l'intérieur de nous et qu'il faut aller introspecter. Donc, on va venir en parler ici avec authenticité et sans détour, c'est-à-dire tel que je suis. Et quand on parle d'addiction au travail, euh, beaucoup de gens pensent qu'il s'agit de cadres dynamiques, il s'agit de patrons d'entreprise accros à leur boîte mail. Mais la réalité, en fait, elle est bien plus subtile et souvent elle est invisible et elle est surtout bien plus dangereuse. Voilà, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Parce qu'en fait, l'addiction, c'est pas du tout. On ne peut pas le résumer juste à un simple j'aime bosser. C'est des mécanismes vraiment inconscients qui t'entraînent à agir sans fin. Donc, c'est une boucle, c'est une spirale qui tourne à l'infini, qui t'amène à remplir un vide, à te prouver ta valeur par l'action. C'est toujours comme ça. Voilà. Et parfois, tu es en train de t'effondrer et en fait, tu ne le vois pas, tu ne le sais pas, tu n'es même pas au courant. Voilà. Donc, je vais aujourd'hui répondre à quelques grandes questions sur ce thème. Euh, D'ailleurs, n'hésitez pas, il y a un groupe WhatsApp qui est ouvert pendant toute la durée de ce sommet. Donc, si jamais vous aviez des questions à l'issue, surtout n'hésitez pas à venir me les poser dans le groupe WhatsApp. OK? J'y répondrai avec plaisir. Euh, J'y répondrai avec plaisir tout simplement parce qu'aujourd'hui, j'ai envie en fait qu'on aille euh, un cran plus loin au niveau des comportements. On a déjà bien poussé bien poussé mémé dans les orties et dans les autres interviews. Et là, j'aimerais qu'on aille encore un cran au-dessus. Donc, je vais vous parler de ce que cache réellement la suractivité. Je vais vous parler des mécanismes intérieurs, donc comme je vous disais tout à l'heure, qui sont inconscients et qui nous poussent à remplir, qui nous poussent à faire, qui nous poussent à agir, qui nous poussent à prouver, même quand on est au bout du bout, en fait. D'accord? C'est un peu, si je devais prendre une image que je pense que tout le monde peut se représenter, c'est un peu comme quand on conduit une voiture avec une fuite dans le réservoir. Donc, on passe notre temps à chercher une station essence pour remplir le réservoir. On remplit sans arrêt, on passe son temps à le remplir, mais on ne voit jamais qu'il y a une fuite dans le réservoir. Et le problème, c'est pas qu'en fait, tu mets pas assez d'énergie dans ce que tu fais. Le problème, c'est que tu essaies de combler un trou juste qui ne peut pas être comblé par le travail. Voilà, et c'est pour ça que ça devient juste infernal. Et quand je parlais tout à l'heure des mécanismes, c'est parce qu'il y a des moteurs inconscients, c'est aussi pour ça que je faisais le parallèle avec cette métaphore de la voiture, il y a des moteurs inconscients de la suractivité. C'est les briques intérieures qui poussent à l'addiction, voilà, sans que la personne en ait conscience. Vraiment, encore une fois, tout ce que je vais vous dire dans cette interview, ça n'est en aucun cas du jugement, c'est le mode de fonctionnement du burn-outé. Point barre, d'accord? Il n'y a aucun jugement dans mes paroles. C'est important que je vous précise parce que je vais un peu vous envoyer du lourd. Euh,
Donc, ces moteurs, c'est un peu ce dont je vous parlais tout à l'heure avec les fameuses graines du burn-out qu'on a à l'intérieur de nous. C'est notamment le besoin de reconnaissance qui n'est jamais comblé. Euh, Ça peut être des pensées du type bah, je bosse pour que enfin on me voit, sauf que ces pensées, on ne les a pas consciemment, d'accord? On les pense, mais c'est inconscient. Il y a aussi des peurs irrationnelles, la peur par exemple de perdre l'amour, la peur de perdre une place, de perdre sa place, de perdre la face aussi, bien souvent si je me mets en arrêt maladie. Il y a aussi les croyances héritées. Vous savez, les phrases qu'on entend, on n'a rien sans rien, il faut souffrir pour mériter, quand on veut, on peut. Pardon, excusez-moi. Et puis, il y a aussi la confusion entre l'amour et l'utilité. On m'aime parce que je rends service, mais on m'aime pas pour ce que je suis. Voilà le genre de pensée qu'on peut avoir de façon totalement inconsciente. Donc, ces moteurs, ces fameuses graines, elles génèrent de la suractivité sans que la personne ne sache qu'elle est en train de se fuir elle-même. C'est ça le danger, en fait. Il y a dans ce comportement, bien évidemment, des bénéfices secondaires dans l'addiction au travail. Ce que le travail évite de regarder ou de ressentir, d'accord? C'est principalement le bénéfice secondaire de ce comportement. Par exemple, le travail va empêcher de ressentir le vide existentiel qu'on peut ressentir. Il protège aussi des conflits relationnels, juste qu'on n'ose pas affronter. Il donne aussi l'illusion de contrôle dans un monde incertain et il permet d'éviter l'intimité émotionnelle, même avec soi-même. Donc, c'est vraiment important de réfléchir à ça si jamais on n'en avait pas conscience. Mettez-le dans un petit coin de votre tête et puis vous y reviendrez plus tard. D'ailleurs, je vous invite, si vous le souhaitez, à mettre sur pause et à aller chercher de quoi noter au cas où il y aurait des mots voilà, qui vous tilteraient, qui résonneraient, et que vous avez besoin de mettre sur le papier tout de suite afin que le ressenti que vous avez eu en entendant ce mot reste gravé sur le papier et que vous puissiez après avoir le temps de revenir dessus. Donc, ces fameux bénéfices secondaires, il est évident qu'ils sont toxiques, on ne revient pas dessus. En revanche, pour le burn-outé, ils sont réconfortants. C'est la raison pour laquelle on a, par exemple, tant de mal à se mettre en arrêt de travail, d'accord, à accepter les arrêts maladie. Il y a aussi un glissement progressif vers la suractivité pathologique, c'est-à-dire que on va euh, montrer on va essayer de montrer que ça n'est pas un choix conscient, c'est vraiment un enchaînement de mécanismes invisibles. Par exemple, au début, ça va être l'enthousiasme, ça va être la passion, ça va être l'envie de bien faire. Souvent, c'est comme ça quand on arrive sur un nouveau poste. Et puis après, il y a l'identification à la fonction. Donc là, en règle générale, quand vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas et que la personne vous demande «Et vous, qu'est-ce que vous faites?» vous répondez quasi systématiquement par votre métier. Vous ne répondez pas en disant «Voilà, je m'appelle Eugénie, j'ai 52 ans, je suis maman de deux merveilleux enfants, je suis mariée depuis 32 ans, je suis fan des chihuahuas, j'aime aller marcher en pleine nature, etc. etc., etc. » Non, c'est très rare que vous commenciez par ça. En règle générale, vous commencez par annoncer le titre de votre poste de travail. Voilà. Donc, c'est je suis assistante de direction, je suis formatrice pour adultes en situation de handicap, je suis coach professionnel et j'accompagne les femmes en post-burnout, etc., etc. Voilà, c'est je suis et derrière, vous collez votre métier. Il y a après la perte de limite horaire, corps, relation. Voilà, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de limites, il n'y a plus rien. Et puis après, il y a la fuite en avant, c'est-à-dire on sent qu'on a déjà trop avancé pour pouvoir reculer, et en fait, on est surtout déjà beaucoup trop fatigué pour pouvoir changer. Donc ça, c'est une vraie problématique. Et là-dedans, il y a aussi des comportements d'auto-renforcement. Plus je travaille, plus je me sens forte, mais plus je m'épuise. Donc, je travaille encore plus pour compenser. Et c'est un cercle vicieux typique. La fatigue, elle est là, je la ressens, je me sens inutile, donc je travaille plus, je m'épuise,
je me sens encore plus nulle, donc je m'agite pour prouver que j'ai encore de la valeur, etc., etc. Et le cycle recommence. C'est infernal, ça ne s'arrête pas. D'accord? Il y a aussi les fausses justifications qui, bien évidemment, sont là pour masquer la dépendance. Les exemples très fréquents que je rencontre chez les personnes que j'accompagne, hommes comme femmes, je vous assure que c'est vraiment non-genré. Et ce sont des personnes qui sont soit des aidants, soit des hypersensibles, soit des perfectionnistes, soit les trois en même temps. C'est souvent, non mais je le fais parce que ça ne peut pas attendre, c'est pour mon client, c'est pour mon patient, c'est pour mes stagiaires, c'est pour mes collègues, voilà. Variante, non mais moi je fais ce que j'aime, donc c'est pas un problème. Sous-entendu, moi c'est pas pareil. Variante, non mais moi j'ai toujours été comme ça. Ok. Variante, j'ai pas le choix, je suis indispensable. Donc ces phrases, elles sont là pour protéger la dépendance, en lui donnant bien évidemment un vernis de sens et de générosité. D'accord? Parce que quand on dit qu'on le fait pour quelqu'un, quand on dit qu'on le fait parce que j'ai toujours été comme ça, parce que j'aime ça, etc., voilà, ça peut paraître très généreux, mais en fait, euh, la vérité dans la vraie vie, c'est que ça planque euh, cruellement une dépendance. Donc, je vais faire aussi une petite parenthèse parce que dans les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, hommes comme femmes, je sais que certaines d'entre vous euh, sont, comment dire, sont encore au bord des larmes ou sont déjà en train de pleurer depuis peu ou depuis longtemps. Et je sais exactement ce que c'est. Voilà. J'ai été cette personne qui écoutait un sommet sans être capable de comprendre, voilà, parce que tout me faisait mal, absolument tout, tout ce que j'entendais. Mais je n'étais pas dans la reconstruction, j'étais dans la chute, d'accord? Donc, si vous êtes dans cet état, ne vous tapez pas dessus, s'il vous plaît, d'accord? Mais sachez que cette vidéo, elle est aussi pour vous. C'est pas une masterclass, c'est pas une méthode, c'est pas une recette magique. Ça, vous le savez, j'ai pas ça dans ma boîte à outils. Par contre, c'est un moment pour poser des mots, non seulement sur vos mots, mais sur une souffrance qui n'a souvent pas le droit d'exister. Alors, on va parler de quelque chose de très profond. On va parler de la relation qu'on entretient avec le travail, et ça, on n'en parle pas souvent. La relation qu'on entretient aussi avec le besoin d'être utile et avec le fait de tenir. Vous savez, le truc de allez, je tiens bon encore un peu. Et on va aussi parler de tout ce qui derrière crée de l'addiction sans même qu'on s'en rende compte. C'est la raison pour laquelle j'insiste et je vous demande du fond de mon cœur de, s'il vous plaît, ne vous tapez pas dessus. OK? Et ne vous sentez pas non plus obligé de regarder cette vidéo d'une traite. Elle peut parfois être indigeste sur certains sujets, donc vous n'hésitez pas, vous coupez, vous mettez sur pause, vous allez faire autre chose, et puis vous revenez dessus plus tard. D'accord? Ne vous infligez pas euh, de la regarder de bout en bout si c'est trop dur pour vous, s'il vous plaît. Je vais du coup faire je vais faire cette interview qui n'est pas une interview, donc je vais faire cette vidéo sous forme de réponse aux questions donc, que j'ai reçues ces dernières semaines et donc aussi aux questions que moi je me suis posées. Quand vraiment j'étais au fond du trou et que j'y voyais plus clair. Donc, avant de répondre aux questions, euh, je vous invite. Alors, quand je dis vous, c'est pas que je vous vois, parce que je tutoie tous mes clients, mais je vous vois parce que je parle à l'ensemble. Voilà, je parle à l'ensemble des personnes qui sont en train de m'écouter, donc je dis vous. Mais donc, je vous invite à vous poser trois questions qui, pour moi, ont une résonance assez haute. Et ces questions, elles sont justement pour ceux et celles qui sont en plein dans la douleur actuellement. Donc, la première question, ça va être pourquoi je pleure alors que je suis censée me reposer? Eh bien, tout simplement parce que le corps, il commence à parler. Quand il sent qu'il n'a plus à lutter, quand il sent qu'il est en sécurité et qu'il peut euh, s'effondrer euh, euh, sans devenir le sujet ou sans devoir performer.
d'accord? Quand vous êtes en arrêt et que vous êtes tout seul sous votre couette dans votre lit, il n'y a personne pour vous juger. Vous êtes avec vous-même. Et bien ça, votre corps, il le sait. Voilà. Il sait qu'il est dans un espace où il peut s'effondrer sans devoir performer. Et ça, c'est important de lui offrir cet espace. Votre corps a besoin de cet espace. D'accord? Donc, ne vous retenez pas de pleurer. Surtout, ne vous retenez pas de pleurer. Deuxième question. Comment je suis arrivée là sans m'en rendre compte? Alors, celle-là, je me la suis posée un nombre de fois incalculable. Tout simplement parce que la descente aux enfers, elle est juste invisible. Parce qu'on tient, parce qu'on a appris à ignorer les signaux et parce qu'on nous a appris à trouver ça normal. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que vous ne l'avez pas vu venir. Et si, dernière question que vous pourriez être en train de vous poser, et si je ne redevenais jamais la même personne? Alors, je vous le dis tout de suite, vous ne redeviendrez pas la même personne. Vous redeviendrez quelqu'un de plus proche de vous-même. C'est douloureux maintenant, ça je le sais. C'est encore écrit dans mes tripes, hein, je le sens encore dans mon corps. La douleur que j'ai traversée, elle est toujours là. Mais ça n'est pas une fin, c'est un passage. Et ça s'écrit en 2 mots. Un pas sage. D'accord? C'est une renaissance. Voilà. Donc ce que vous vivez là, c'est pas la fin. C'est un début. Et c'est le début d'autre chose. C'est un début qui commence effectivement dans la douleur. Et enfin, vous pourriez aussi vous demander, mais finalement, puisque j'ai rien compris, visiblement, vu que je suis dans cet état, vous pourriez vous demander, mais finalement, c'est quoi la vie au travail? Alors, la vie au travail, c'est tout ce qui dépasse le cadre du cadre, justement. C'est tout ce qui dépasse les missions, c'est tout ce qui dépasse le contrat de travail, c'est tout ce qui dépasse la fiche de poste. C'est ta relation vivante, c'est ta relation quotidienne, parfois toxique, parfois fusionnelle aussi, avec le fait de travailler. Donc, ça inclut ton besoin de te sentir utile, ça inclut le sens aussi que tu mets dans le travail. Ça inclut aussi les peurs autour de l'argent ou du vide. Ça inclut la place aussi que prend le travail dans ton identité et parfois dans ta valeur personnelle. Ça inclut aussi des habitudes émotionnelles liées au travail, la culpabilité, l'adrénaline, la fierté, la solitude, etc. Et parler de vie au travail, c'est parler de ton intimité professionnelle. D'accord? Et quand on est addict au travail, ben, il n'y a plus de frontières du tout. Alors, première grande question qui m'a été posée, c'est quoi exactement l'addiction au travail? Parce qu'il y a plein de personnes qui se disent, mais peut-être que je le suis, peut-être que je ne le suis pas. Beaucoup de personnes aussi dans ce sommet m'ont envoyé des messages, notamment par mail, parce qu'elles se questionnent sur le fait d'être neuroatypique, d'avoir peut-être des traits de bipolarité, de TDA, de TDAH. Certaines se questionnent aussi sur le trouble autistique. Donc, euh, déjà, sachez que ça n'est ni ce que vous allez trouver sur Internet, euh, ni ce que des thérapeutes pourraient potentiellement vous dire qui doit vous amener à prendre une décision à ce sujet. D'accord? Vous avez le médecin psychiatre qui est parfaitement compétent pour poser ce diagnostic. Allez consulter un médecin psychiatre, discutez de ça avec lui. Discutez aussi avec lui des autres accompagnements que vous avez si vous en avez en cours, afin que votre accompagnement soit vraiment global. D'accord? Mais ne vous collez pas une étiquette trop rapidement ou ne vous dites pas ah oui, oulala, moi j'ai tous ces traits j'ai tous ces traits de caractère, je suis sûrement ceci ou je suis sûrement cela. Non. Il faut savoir que dans le burn-out, il y a déjà énormément de comportements qui sont listés et de traits de caractère aussi et qui peuvent donner à croire que. Ok. Donc, c'est pas parce que vous avez ces traits de caractère que forcément vous avez la pathologie qui va avec. Il y a avoir des traits de caractère et des comportements parce qu'on traverse un burn-out et avoir une pathologie. Ce sont deux choses différentes. Donc vraiment, moi je vous invite très fortement à consulter un médecin psychiatre pour pouvoir poser ce type de diagnostic. Encore une fois, ne vous posez pas d'étiquette trop vite. D'accord? Donc l'addiction au travail, les mécanismes cachés de l'addiction au travail, c'est une stratégie de régulation émotionnelle inconsciente. Voilà.
Tout se joue dans l'inconscient. Donc, en gros, tu vas bosser pour ne pas ressentir ce qui potentiellement te ferait mal si tu arrêtais. Donc, c'est quand tu ne sais plus t'arrêter, même quand ton corps il est au bout du bout et que ton mental te demande des pauses à tard et que tu ne les entends pas. Donc, encore une fois, ça n'est pas réservé aux carriéristes, ça n'est pas réservé aux patrons d'entreprise. Euh, c'est vraiment, ça touche vraiment tous les profils, d'accord? Tout à l'heure, je parlais des aidants, des hypersensibles, des perfectionnistes, etc. Mais ça touche vraiment tous les profils. Voilà. Tu crois que tu travailles par passion, et c'est ça le piège, et en fait, tu travailles par fuite. Moi, je dis souvent que je travaille par passion parce que je travaille de façon passionnée, mais aujourd'hui, je sais faire la différence entre aujourd'hui, je travaille par passion et avant, je travaillais passionnément pour fuir. Et je sais aujourd'hui ce que j'étais en train de fuir pour l'avoir travaillé en coaching. Tu peux, par exemple, dans ton quotidien, te retrouver dans des situations où tu as de la fièvre, ou tu as des douleurs, enfin, tu es malade, mais tu fais un petit mail vite fait pour pas laisser traîner ou pour pas laisser tomber les collègues. Tu dis j'arrête dans 10 minutes et puis 1 heure plus tard, tu es toujours devant ton PC. Tu regardes ton téléphone au feu rouge pour vérifier que ton mail pro, il est bien parti. Tu rentres chez toi avec le corps complètement vidé, mais tu ouvres quand même ton PC après dîner parce que là, bah, c'est plus calme. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, tu culpabilises aussi. Si tu passes du temps, par exemple un samedi, à ne rien faire, genre un samedi pas productif, ah, c'est pire que tout, quoi. Voilà. Tu t'occupes aussi, même quand tu es malade, même quand tu es épuisé. Il faut que tu t'occupes. C'est viscéral. Tu ressens un espèce de mini-shoot de soulagement dès que tu coches une case. Dès que tu as fait un truc, c'est ah, ça va mieux. Il y a une espèce de soulagement là voilà, qui s'en va. Tu travailles avec de la fièvre parce que bah, forcément, il faut avancer. Hein. Là, on ne peut pas s'arrêter, on est malade, mais on continue quand même. Tu ouvres aussi ton ordinateur le dimanche matin, tu t'en es même pas rendu compte, tu es en train de bosser, il est 11h30 du matin, tu bosses depuis 8h, tu n'es pas encore au courant que tu es devant ton PC en train de bosser, tu es arrivé là, tu ne sais pas comment, et tu culpabilises bien évidemment quand tu fermes ton PC à 18h, quand tu y arrives, bien sûr. Et tu es en vacances, mais tu réponds quand même à certains messages par respect, parce que sinon ça va bloquer la chaîne, donc tu ne veux pas être celui qui bloque la chaîne. Voilà. Celui où c'est, hein, d'ailleurs. Donc, euh, bah, si tu te sens mal, en fait, quand le médecin t'arrête, ou quand il essaye de t'arrêter, c'est que là, le signal, il est déjà vraiment très, très fort. La deuxième question, c'était comment savoir si je suis concernée? Alors, déjà, tu es concernée par l'épuisement masqué derrière la productivité et par le fait que tu ne trouves plus de vrai plaisir ailleurs. Voilà. Il y a plus de domaine dans ta vie en fait qui te fait du bien et tu as confondu ta valeur avec ton utilité. Tu existes à travers ce que tu fais, encore une fois, à travers ce que tu livres et à travers ce que tu produis. Donc plus tu t'actives, plus tu crois exister et en réalité, plus tu t'épuises. C'est un cercle vicieux. Donc, le genre de comportement limite que tu peux avoir dans ces cas-là, si ça peut t'aider à te reconnaître, euh, par exemple, tu n'arrives pas à lire un livre ou à regarder un film sans t'ennuyer ou sans culpabiliser. Tu te dis, allez, je vais aller marcher, et puis tu restes devant ton ordinateur pour finir un dernier petit truc. Au final, la marche, elle passe à la trappe. Quand une amie te propose de venir prendre un café, tu lui réponds systématiquement, ah non, mais là j'aimerais bien, mais je t'assure que oh, voilà, peut-être j'ai pas le temps, vraiment je peux pas, mais peut-être plus tard. Comme m'a dit un jour une amie avant mon burn-out, si tu n'as pas 10 minutes dans ta journée, tu n'as pas de vie. Autant vous dire que quand on l'a dit, celle-là, ça ne m'a pas fait plaisir. Et en plus, sur le coup, j'ai rien compris. Quand j'ai fait mon burn-out, après, ça m'est revenu, j'ai compris. Tu trouves toujours aussi une bonne raison pour prioriser le boulot sur les loisirs. Voilà. Même si voilà, tu sais qu'il y a des loisirs qui pourraient te faire super du bien, mais tu as besoin de finir un truc avant de t'autoriser à faire la pause. Tu te réveilles aussi en pensant déjà au boulot. Tu ouvres les yeux, clac, ça y est, la machine, elle est déjà partie. En fait, elle était déjà en route avant que tu ouvres les yeux. Et tu travailles le soir
parce que tu dis que ça te détend. Voilà. C'est une vraie fausse excuse. Et puis, tu penses aussi au travail, tout le temps. Tu penses au travail en mangeant, tu penses au travail en marchant, tu penses au travail en te douchant, tu penses au travail tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu as toujours un truc dans ta tête qui est en train d'essayer de performer, d'améliorer, etc., etc. Tu penses tout le temps au taf. Et alors, évidemment, pour toi, être en vacances, c'est vraiment le calvaire parce que même en vacances, tu es en train d'essayer d'optimiser quelque chose. C'est genre comment je vais optimiser ma rentrée. Il y a toujours un truc à optimiser. Même en vacances, tu taffes. Alors, tu peux aussi être dans la culpabilité de ne rien faire, de ne pas réussir à t'arrêter, même quand tu es malade, et de plus réussir à ressentir du plaisir ailleurs que dans ton travail. Et tu peux aussi être agacé, ça arrive, tu peux aussi être agacé par les autres qui, évidemment, eux, décrochent beaucoup plus facilement que toi. Voilà. Et tu peux confondre la passion et la fuite. Donc ça, c'est vraiment un angle voilà, que je t'invite à peut-être poser sur le papier ou à garder dans un petit coin et à revenir un petit peu plus tard. Si ça peut t'aider à t'identifier, euh, moi, il m'arrivait de me rendre compte que je n'arrivais pas à me reposer sans culpabiliser. Euh, je répondais, par exemple, je travaille trop quand on me demandait comment tu vas, mais voilà, je continuais quand même. Soit c'était je travaille trop, variante, soit c'était je suis un peu fatiguée en ce moment. Mais bon, voilà. Je disais aussi je refuse un week-end off par peur de prendre du retard. On va quand même pas s'accorder du temps de vacances parce que comme il y a encore du taf qui n'est pas fini, on ne sait jamais. Voilà, ça c'était aussi le genre de phrase que je pouvais dire. Euh, et puis, il y a aussi ce phénomène de, je ressentais aussi du vide si je faisais rien pendant 10 minutes. C'est-à-dire que c'est hyper angoissant, vraiment. Et puis, eh ben, j'arrivais pas à lire un roman, hein, bien sûr, sans m'endormir au bout de, je dirais même pas 3 pages, hein, je dirais 3 lignes, pour être honnête. Et, euh, et certains discours aussi m'ennuyaient. Si c'était pas tourné autour du boulot, euh, parfois ça pouvait un peu, je pouvais parfois trouver ça un peu rasoir. Et je pouvais aussi procrastiner sur des sujets perso, du type faire du sport, aller voir des amis, sortir marcher, visiter, voilà, tout ça, bof. Mais alors par contre, je ne procrastinais jamais, jamais, jamais sur euh, un projet professionnel. Voilà, donc si ça peut t'aider à essayer d'identifier les types de comportements que tu peux avoir sans t'en rendre compte, parfois le fait de l'entendre dire par quelqu'un d'autre, ça permet de se dire, ah ben je fais ça moi aussi. Quand on se le dit 1 ou 2 fois, c'est pas trop grave. Par contre, quand on se le dit sur toute la liste, on peut quand même être amené à s'interroger et à interroger en fait ses propres comportements. J'ai bien dit à s'interroger. Ça veut dire quelque part à se mettre un petit peu au-dessus et à observer, d'accord? Pas à se taper dessus. On observe, juste on observe, basta. D'accord? Et puis aussi, voilà, te dire que tu n'es pas accro au travail, en fait. C'est que, en vrai de vrai, dans la vraie vie, tu es en manque de toi-même. Voilà. Et ça, on te l'avait peut-être jamais dit. Alors, la question suivante, c'était pourquoi c'est si difficile d'en sortir? Alors, pourquoi c'est si difficile d'en sortir? Bah, parce que le travail t'a sauvé à un moment donné. Le travail, il est devenu euh, il est devenu comme un mur en fait porteur, comme dans une maison, un mur porteur psychique. Tu l'as utilisé pour tenir debout, et puis bah, au bout d'un moment, tu as fusionné avec. Hein. Tu t'en es pas rendu compte. Voilà. Et tu sais que ça tue, mais bah, t'arrêter te semble pire encore que de continuer à fusionner. Donc, c'est la boucle qui ne s'arrête pas. Voilà. Parce qu'en fait, l'addiction au travail, c'est aujourd'hui socialement très, très valorisé. On t'applaudit quand tu t'oublies et même on te remercie quand tu dépasses tes limites. Donc forcément, quand tu es déjà addict à ça, c'est compliqué de couper. De couper. Euh, mais quand on va dans les petites couches en dessous, il y a souvent un besoin d'exister à travers la performance et il y a aussi la peur d'être inutile si jamais on ralentit. Il y a un évitement aussi émotionnel
il y a une fuite de ses propres blessures, de ses propres douleurs. Et puis, il y a aussi une quête de reconnaissance qui ne sera jamais remplie de l'extérieur. Et ça, j'insiste là-dessus vraiment. Et ça, c'est une des choses qu'il faut travailler en profondeur quand vous êtes accompagné, vous êtes coaché. Euh, Tant que vous recherchez la reconnaissance à l'extérieur de vous, vous allez remplir le fameux réservoir percé. Vous allez remplir un puits sans fond. Voilà. La première reconnaissance que vous devez obtenir, c'est la vôtre. C'est celle-là la plus importante. Et c'est la raison pour laquelle l'accompagnement est indispensable, parce que quand on ne l'a jamais fait, quand on ne sait pas se donner de la reconnaissance à soi-même, bah, ça ne s'apprend pas comme ça. C'est pas j'ouvre un bouquin et j'apprends à être reconnaissante envers moi-même. Si ça marchait, croyez-moi, tout le monde le ferait et on n'arriverait pas dans le burn-out. Donc voilà, ça aussi, c'est la reconnaissance que l'on doit se donner à soi-même, c'est aussi un sujet important à évoquer en toute intimité, dans un premier temps, de soi avec soi, et après d'amener ce sujet, bien sûr, en coaching. Mais il faut voir aussi qu'il y a des situations qui amènent à ça, c'est-à-dire que ben forcément, si tu as traversé un deuil, si tu as traversé une rupture, si tu as traversé un trauma, forcément, tu t'es réfugié dans le boulot. Ça t'a aidé à un moment de ta vie, tu vois. Euh, Par exemple, tu te sens en panique à l'idée de plus être utile pendant une semaine de vacances, c'est terrible à vivre. C'est vraiment, voilà, tu as envie d'émotion dès que tu ralentis, donc tu accélères encore plus. Tu ne veux pas être envahi par tes émotions. Voilà. Donc pour être sûr de ne pas les ressentir, ben, tu rajoutes encore de la charge sur la charge. Et en fait, le travail t'a juste permis de prouver ta valeur pendant un moment, là où en fait tu te sentais juste pas reconnu. Et ça t'a aussi permis d'éviter le silence, d'éviter l'ennui, d'éviter l'angoisse. Donc tu travailles tout le temps, tu travailles dès le réveil, parce que tu vas te dire que bah, c'est là que je suis plus performant le matin quand je me réveille, mais en fait non, quoi. Voilà. Le matin quand tu te réveilles, ton corps il a besoin d'aller à un certain rythme qui est le tien, qui t'est propre, qui est unique, mais il n'a pas besoin de se mettre à travailler quand tu ouvres les paupières le matin, quoi. Tu vois. Et quand tu restes tard au bureau parce que ça t'évite de rentrer dans un foyer que tu ressens comme étant vide ou comme étant pesant, c'est pareil, le travail te sert vraiment d'excuse. Et quand quelqu'un te dit, mais fais une pause, viens, on va boire un café, ou voilà, arrête-toi 2 minutes, et ben, tu le ressens dans ton corps, tu la sens, la montée d'angoisse, tu vois, à l'idée de rien faire. Moi, je me souviens que sur mon dernier poste en tant que formatrice pour adultes, euh, le midi, avec certains collègues, on avait essayé justement de prendre l'habitude d'aller faire un tour de parc. On travaillait dans un environnement qui était vraiment très agréable. Et au début, mais moi, ça m'a coûté, quoi. Je me disais, non, mais là, ça y est, on a fini de déjeuner, il faut que je rentre bosser, quoi. Je m'étais déjà arrêtée pour presque 45 minutes. Donc, aller faire un tour de parc en plus, voilà, il m'a fallu un temps fou pour accepter et pour réussir à négocier avec moi-même que ce temps-là, il m'était nécessaire. Donc, il y a des comportements que l'on a qui sont parfois conscients, souvent inconscients, mais en tous les cas, quand ils commencent à devenir conscients, bien souvent, on commence à remarquer que ces comportements épuisent. Voilà. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et ce que tu crois être de la performance, en fait, c'est juste du camouflage. Donc c'est pour ça que ça vaut vraiment le coup de se poser sur cette question. Euh, mais bon, voilà, on peut pas tout faire d'un coup, hein, d'accord? La question suivante, c'était oui, quelles sont les conséquences à long terme? Alors, les conséquences à long terme, bah, déjà, c'est l'auto-renforcement du schéma, c'est-à-dire que plus tu t'épuises, plus t'en fais, plus tu t'épuises. Donc, c'est pas juste être fatigué. Tu comprends bien qu'au bout d'un moment, être fatigué, c'est plus comme ça, c'est comme ça. La chute, elle est vertigineuse, d'accord? Donc, le piège, en fait, c'est que tu crois que la solution, c'est d'en faire encore un peu plus. Or, c'est tout le contraire. Voilà. Donc, à chaque fois que tu as envie d'en faire un peu plus, freine. Tu mets les 2 pieds sur le frein et tu freines. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, c'est ma chaîne qui n'est pas contente. Euh, Freine. Pourquoi? Parce que dès que tu vas recommencer à avoir un tout petit peu d'énergie, tu vas avoir envie de faire plein de trucs. Freine, freine. S'il te plaît, freine. Mets les 2 pieds sur le frein. D'accord? Par exemple, quand le matin, tu te réveilles fatigué et que tu te dis, allez, je prends un café et on y va. OK? C'est pas correct.
À long terme, ce n'est pas correct. Tu as des troubles digestifs, tu as des douleurs chroniques, tu as des troubles du sommeil, mais tu vas te dire, allez, je tiens jusqu'aux vacances, je tiens jusqu'au week-end, je tiens jusqu'à je ne sais pas quoi. Bref, il y a toujours un truc qui fait que tu tiens jusqu'à ce que. Voilà. Et ton corps, il ne récupère plus. Tu passes par des phases totalement vides, tu passes par des phases d'agressivité sans raison, et tu passes surtout en mode survie professionnelle. Donc ça, c'est juste, c'est pas possible. Euh, Tu manges aussi n'importe quoi. Ça, c'est typique. Alors, je crois qu'on va aller regarder ce qui se passe quand même. Ouais, tu es en mode survie professionnelle. Par exemple, tu pleures au bureau ou dans ta voiture, c'est du vécu. Et puis, bah, tu prends une grande inspiration et puis tu te dis, allez, on retourne en réunion. Ah, ça, c'est pas normal. Donc, tu manges n'importe quoi, tu manges n'importe comment, tu manges vite, tu manges devant ton écran quand tu manges, parce que parfois même tu manges plus. Tu n'as plus de goût, tu n'as plus faim, tu n'as plus la sensation de satiété. Tu as des insomnies aussi, mais tu refuses de déclarer ta journée le lendemain. Euh, on ne décale pas la journée du lendemain. Il y a plein de trucs de prévus, donc non, on ne décale pas. Voilà. Et tu oublies des infos de base. Tu oublies des rendez-vous, tu oublies des noms, tu oublies des trucs qu'on t'a dit il y a 5 minutes. Et en gros, tu es en surcharge mentale constante. Voilà. Mais tu te dis, allez, je vais, euh, je vais tenir encore un petit peu. Donc, c'est pas ta charge qu'il faut adapter, c'est vraiment ta relation au travail qu'il faut transformer. D'accord? Voilà. Alors, question suivante, comment je fais pour m'en sortir concrètement? Alors, pour t'en sortir concrètement, déjà, tu ne vas pas arrêter brutalement, mais tu vas remettre du choix dans ta relation au travail. Et ça, c'est super important d'arriver à remettre du choix parce que ça veut dire qu'on récupère son pouvoir de décision. Et ça, c'est fondamental. Euh, Attendre d'avoir le temps, ça, c'est pas la peine, c'est bullshit. Tu peux le mettre à la poubelle parce que le temps, tu l'auras jamais, en fait. D'accord? Donc, euh, en termes de comportement alternatif, ce que tu peux essayer de faire, tu peux essayer, mais tout seul, encore une fois, c'est très difficile, mais tu peux quand même essayer, par exemple, de couper ton ordinateur à 18 heures, même si tu n'as pas terminé de travailler. Je sais, c'est très difficile. Tu bloques un créneau de 30 minutes pour aller marcher, sans téléphone, sans rien, juste, et tu tiens le créneau. Tu mets une alerte pour respirer et pour te lever toutes les 90 minutes, et tu le tiens, tu le respectes. Tu peux aussi déléguer ou tu peux aussi repousser une tâche qui est vraiment pas vitale, même si tu sais que si tu la délègues, toi, tu ferais mieux. Mais c'est pas grave. Tu as le droit de déléguer. Tu peux aussi dire je ne peux pas au lieu de je vais essayer. Eh oui, ça change la vie. Essaye. Et tu peux aussi essayer de prendre un jour off et de ne rien faire d'utile pendant ce jour off. C'est-à-dire que c'est un jour pour toi où tu fais rien. Donc, si pour toi, rien faire, c'est te lever, prendre ta douche, t'habiller comme d'habitude et aller marcher, c'est parfait. Si pour toi, ne rien faire, c'est te lever, te recoucher, te relever, te préparer un petit déj sur un plateau et aller te remettre dans ton lit sous ta couette avec ton plateau de petit déj, si pour toi, c'est ça, ne rien faire, très bien. Mais trouve quelque chose qui vraiment correspond à ne rien faire d'utile pour ne pas produire. Pendant cette journée-là, tu vas juste te donner du temps à toi. Je sais, c'est nouveau, c'est un concept, mais essaye. Voilà. Et puis, tu peux aussi te poser la question finalement, qu'est-ce que je veux protéger dans ma vie maintenant? Qu'est-ce qui est important pour moi? Tu vois? Et ça peut te permettre du coup de revenir à quelque chose qui a du sens pour toi, vraiment profondément. Voilà. À ce qui te fait du bien en vrai, dans la vraie vie.
Pas sur les réseaux sociaux, pas quand tu portes ton masque avec tes collègues, ta famille, tes voisins, je ne sais pas qui, mais vraiment ce qui est vrai pour toi au fond de toi. Parce que la sortie, elle commence par une micro-désobéissance. Quand tu commences à essayer de faire des choses que tu ne fais jamais, eh bien là, tu commences à voir le bout du tunnel. Et une chose que tu fais différemment, même si tu as peur, te ramènera toujours vers la sortie. Euh, et ça, je pense que c'est vraiment important de le faire monter en conscience. La question suivante, c'était, ah oui, et si j'ai peur de plus avoir de valeur si jamais je ralentis? Alors là, comment te dire? Ralentir, c'est un concept. Toi, tu as appris que l'amour et la reconnaissance venaient justement quand tu servais, quand tu aidais et quand tu prouvais. Ralentir, ce n'est pas à l'ordre du jour, en gros. Voilà. Mais on est d'accord qu'il y a un discours là qui n'est pas correct. Et tu confonds la valeur et la productivité. Voilà. Mais la vérité, c'est que dans la vraie vie, tu existes en dehors de ce que tu produis. Et surtout, que en fait, tu as fusionné ta valeur avec ce que tu produis. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec le mur porteur que tu t'es construit avec le travail et avec lequel tu as fusionné. Donc, en fait, tu crois que ralentir, ça va être décevoir, ça va être trahir, ça va être perdre ton statut, etc., etc. Mais pas du tout. Bien au contraire. C'est même tout le contraire. Donc, des exemples que tu pourrais avoir dans ton quotidien, ça peut être par exemple, c'est un peu ce qu'on disait aussi tout à l'heure, hein, c'est tu te définis par ton job quand quelqu'un te demande bah, qu'est-ce que tu fais. Tu culpabilises de prendre une journée off, même si tu es au bout du bout du bout du bout et que tu ne sais pas comment tu vas faire demain matin pour te lever. Mais tu te lèves quand même et tu y retournes quand même. Tu sens que tu es inquiet si tu postes rien de productif, par exemple, sur tes réseaux, si tu es un indépendant et que ton habitude, c'est de taffer sur les réseaux. Euh, Tu passes plus de temps à valider que tu mérites en fait de te reposer qu'à te reposer vraiment. Voilà. Tu dis jamais non quand on te sollicite, par exemple. Ça, c'est pas possible. Même au détriment de ton corps. Tu sais que tu es au bout du bout, mais tu ne vas pas dire non. Euh, c'est pour ça que la question des limites et la question d'apprendre à dire non, etc., ça revient toujours à tout bout de champ. Et aussi, tu postes des choses sur les réseaux pour montrer que tu es toujours là. Parce que c'est important, il ne faut pas qu'on t'oublie. Et puis, tu te sens utile que si tu es dans l'action. En fait. Tu ne te sens pas utile si tu es dans le être, mais par contre, tu te sens utile si tu es dans l'action, si tu es dans le faire. Voilà. Et les micro-changements que tu peux apporter, ou tu peux essayer d'apporter, mais encore une fois, tout seul, ce n'est pas facile, c'est te dire que te définir sans ton métier, quand tu rencontres quelqu'un, c'est une première belle étape. Essaye de te définir sans parler de ton métier. Tu dis qui tu es, tu dis ce que tu fais, ce que tu aimes faire, ou ce que tu n'aimes pas faire, tu dis ce que tu veux, mais tu ne parles pas de ton métier. Ça, c'est une petite aussi désobéissance, ma petite pépite. Et puis, tu peux aussi essayer de ne pas remplir un trou que tu as dans ton agenda. Alors, je sais que pour tous ceux qui sont sous la couette, l'agenda, pour l'instant, n'existe plus. Mais pour ceux qui sont sur le pas de la porte et ceux et celles qui sont en train de sortir la tête sous la couette et qu'il y a un petit regain d'énergie, euh, sans parler même d'agenda, hein, quand il y a un petit regain d'énergie, n'allez pas vous mettre en tête que vous allez rattraper tout ce que vous pensez que vous n'avez pas fait depuis X temps. Ça n'est pas possible. Une. Et deux, votre réservoir d'énergie ne va pas s'en remettre. C'est-à-dire qu'il lui a déjà fallu beaucoup, 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 beaucoup d'efforts pour mettre un minimum d'énergie dans le réservoir. Si vous, en face, vous mettez un maximum d'efforts, ça ne va pas le faire. Votre réservoir, demain, il va se dire, mais c'est niette. Même si j'ai un minimum d'énergie, mais jamais je le mets dans le réservoir parce qu'il ou elle va me le bouffer en 30 secondes. D'accord? Attention, hein. Votre mécanisme intérieur, il est là aussi pour vous garder en survie. Donc, s'il sent que vous repartez en mettant les bouchées doubles, il ne met plus d'énergie.
Donc, ça risque de prendre un certain temps. Donc, quand on est pressé d'aller mieux, ben, c'est peut-être bien de se dire que si on est dans cet état, c'est parce que justement, peut-être on a été un peu trop pressé toute notre vie et que là, le corps, il n'en peut plus d'être pressé. Il est dans tous les sens du terme, pressé pour aller vite, mais aussi pressé comme un citron. Donc là, il faut lui offrir ce temps. D'accord? Moi, quand on m'a arrêté la première fois, quand le diagnostic est posé, mon médecin généraliste m'a dit Madame Muller, je vous arrête pour 3 semaines. On se revoit dans 3 semaines et je vous dis tout de suite, vous ne reprendrez pas dans 3 semaines. Je vous réarrêterai. Bon, vu dans l'état dans lequel j'étais, croyez-moi sur parole que cette fois-là, je n'ai pas négocié. En revanche, quand je suis revenue 3 semaines plus tard, euh, loin de moi l'idée qu'il allait encore me réarrêter pour 3 semaines. Pour moi, il m'a réarrêté une semaine. Donc là, j'ai négocié fermement en disant, c'est bon, ça fait déjà 3 semaines que je suis arrêtée. Mais en fait, j'étais même pas au début de mon chaos. Et je ne me rendais toujours pas compte. C'est-à-dire que j'avais entendu le diagnostic. C'était lui qui me l'avait donné. C'était rentré dans mes oreilles. Je l'avais annoncé à la maison. Mais je n'avais toujours pas intégré que j'étais en burn-out avec symptômes dépressifs sévères. Toujours pas. Donc, non seulement le corps a besoin de temps pour intégrer, non seulement le corps a besoin de temps pour récupérer, mais il a aussi besoin de temps pour infuser et pour savoir ce dont il a besoin pour pouvoir redémarrer. Et c'est ce laps de temps-là que l'on ne peut pas négocier et qui est différent pour chacun. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes ressources. Mais alors, par contre, croyez-moi sur parole, c'est 6 mois minimum et ça, c'est pour tout le monde. C'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques. D'accord? Quand on est en burn-out, et c'est pour ça qu'au début du sommet, dans les toutes premières vidéos, on fait vraiment le point sur c'est quoi un burn-out, d'accord? C'est comme si on confondait, je ne sais pas moi, un rhume avec une grippe. Non, un rhume, ça ne se soignait pas avec du Doliprane. Euh, un rhume. Un burn-out, ça ne se soignait pas avec un Doliprane. Donc, du coup, la notion, et puis il n'y a pas de pastille il n'y a pas de pastille pour gagner du temps, ça n'existe pas. C'est pour ça que je dis souvent que je n'ai pas de baguette magique, parce que parfois, même mes clients voudraient me transformer en baguette magique, mais ça ne marche pas. Enfin, au début en tout cas. Après, quand ils ont compris l'intérêt de ralentir, euh, et souvent c'est à ce moment-là aussi que le travail d'introspection commence, le vrai travail commence. Donc là, ça commence à devenir vraiment intéressant parce que là, on commence à voir le bout du tunnel. Du coup, on n'est plus aussi pressé que ça aille vite parce qu'on comprend qu'il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses à digérer. Voilà. Euh, mais encore une fois, ça, il faut, voilà, faut accepter de le faire en étant accompagné. Ah bah oui, eh ben oui. Et donc du coup, la question suivante, c'était, et si je fais l'erreur de ne pas être accompagnée? Donc, comment vous dire? Croire qu'on va s'en sortir tout seul, en fait, parce qu'on est super fort ou super forte, bah oui, c'est ce qu'on a été toute notre vie. Donc, quelque part, il n'y a pas de raison que ça change. Mais pour autant, on croit qu'on se connaît bien et on est dans une mer de noir aujourd'hui. Donc, ça prouve bien qu'en fait, on ne se connaît pas bien du tout. Donc, penser qu'on a compris, penser qu'on est en train de guérir, c'est bullshit. Alors que, en fait, dans la vraie vie, on est en train de signer un contrat très silencieux, mais un vrai contrat avec la rechute. Donc, faites très attention avec les je vais mieux, donc j'arrête les séances de suivi avec le psy, avec le thérapeute, avec voilà. J'arrête l'accompagnement, j'arrête tout. Moi, j'ai compris ce qu'elle n'est pas, donc maintenant, bah, je vais juste faire un peu plus attention. Bullshit. Je vais reprendre doucement. Je vais reprendre très très doucement. Et puis 3 semaines plus tard, ben, c'est la même spirale qui recommence. Quand je dis 3 semaines, ça peut être 3 mois, ça dépend des individus, ça dépend du ralentissement que vous y avez mis. Mais en tous les cas, quand vous reprenez, la seule chose qui nous manque, c'est la date à laquelle vous allez rechuter, parce qu'inévitablement, vous allez rechuter. Voilà. Ça, c'est pas moi qui le dis non plus, ce sont les statistiques. Et malheureusement, ça se confirme sur le terrain, puisque les statistiques viennent du terrain. Euh, Comment vous dire que ne pas se faire accompagner après un burn-out, c'est comme de sortir d'un service de réanimation et de se dire, je reprends le sport demain matin. Ça ne vous viendrait même pas à l'idée. Ben voilà, ben là c'est pareil. Euh,
je pourrais disserter, hein, enfin, voilà, on pourrait faire un sujet de philo là-dessus pendant 2 heures, mais moi, je suis pas là pour vous convaincre. Je suis vraiment là pour vous donner les données, c'est le cas de le dire, et, euh, et pointer du doigt vraiment les trucs qu'on n'a pas envie de voir. On n'a vraiment pas envie de voir. Question suivante, c'était, ah oui, c'était pourquoi les savas sont dangereux. Les ça va ou les ça va bien. Vous savez, quand vous croisez quelqu'un dans la rue, vous lui avez jamais parlé de votre burn-out, vous lui sortez votre plus joli sourire, vous lui dites, oh bah oui, oui, moi ça va. Et toi, comment tu vas? Pouf, on a éludé le sujet de comment ça va par rapport à moi. Et vous rebalancez bien la patate chaude pour que la conversation parte sur l'autre. Ça, on sait très bien le faire, hein. Moi, je maîtrise ce sujet. Donc, il faut savoir que l'esprit de survie fabrique une illusion de contrôle. Le burn-outé est quelqu'un qui veut tout maîtriser, tout contrôler. Donc, ça, c'est de l'auto-renforcement du schéma. Si je vais bien, j'ai pas besoin d'aide. Si j'ai pas besoin d'aide, je me débrouille. Donc, si je me débrouille, qu'est-ce qui se passe? Ben, je m'épuise. Et si je m'épuise, qu'est-ce qui se passe? Je masque encore plus. Et si je me masque encore plus, qu'est-ce qui se passe? La fatigue s'installe encore plus, etc., etc. Donc, en gros, tu portes un masque pour ne pas inquiéter les autres. Et tu crois que tu es sorti d'affaires en plus. Le pire, c'est que tu le portes parce que tu crois vraiment que tu es sorti d'affaires. Mais en fait, tu n'as rien changé à l'intérieur. Tu t'es pas occupé des petites graines du burn-out. Donc la base, c'est toujours la même. Donc quand tu vas un peu mieux et que tu as juste envie de changer de taf parce que tu te dis qu'ailleurs l'herbe, elle sera plus verte, certes, elle le sera pendant 5 minutes. Mais les graines, elles seront toujours chez toi. Et quand tu vas rechuter, en plus, tu vas trouver le moyen de dire, ah ouais, non, mais là, franchement, là, l'employeur, ça va pas du tout, quoi. Alors certes, tu peux en plus retomber chez un employeur toxique ou dysfonctionnel. Mais dans tous les cas, si tu n'as pas traité les graines du burn-out qui sont à l'intérieur de toi, tu n'auras toujours pas la frontière et tu n'auras toujours pas les limites à l'intérieur de toi que tu as besoin d'avoir pour pouvoir te garder en sécurité. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment essentiel. Donc, le ça va bien, il faut bien comprendre que c'est souvent le dernier masque avant la rechute ou avant la chute. Le ça va mieux, c'est souvent le début du retour en arrière. Donc, euh, si j'ai encore jamais fait de burn-out et que j'en suis là, voilà, il me manque juste la date, mais je sais que je vais tomber dedans. Et si j'ai déjà fait un burn-out et que je repasse par le ça va bien, je vais repartir dans les mécanismes précédents, c'est-à-dire les mécanismes qui sont les miens en tant que burn-outé et que je connais par cœur. Et donc, je vais me recasser la bille. Voilà. En gros, dans ton quotidien, tu peux, comment dire, tu peux retrouver de l'énergie et tu peux recommencer à essayer de faire comme avant. Et puis, tu peux aussi te dire des trucs du genre, bon, bah là, c'est bon, maintenant, c'est bon, j'ai rechargé un peu les batteries, donc je reprends le boulot, je le reprends doucement, mais bon, je reprends. J'arrête l'accompagnement parce que je ne vais plus avoir le temps. Et puis, en gros, 5 minutes plus tard, tu as recommencé exactement les mêmes comportements et tu recommences à les nier tous les uns après les autres, petit à petit, les uns après les autres, sans, voilà, sans plus aucun discernement. Donc, tu as aussi celles et ceux qui sourient, qui plaisantent, qui bossent, voilà, qui voient que du feu. Mais en fait, ces personnes-là, elles ne sortent plus, elles ne mangent plus, elles ne vivent plus, elles ne dorment plus aussi souvent. Tu as aussi celle ou celui qui dit non, non, mais t'inquiète pas, je gère. Et malheureusement, ces personnes-là pensent à en finir et ont des pensées suicidaires. Et tu peux aussi arriver à t'auto-convaincre et à faire semblant, même avec toi-même, jusqu'à ce que tu craques. Donc, c'est vraiment le point de vigilance max, les ça va bien ou ça va mieux. Voilà, méfiance avec ce truc-là. Parce que si tu tiens debout, crois-moi sur parole, si tu tiens avec les dents serrées, c'est que tu n'es pas debout en fait. Tu es juste en mode survie. Et la survie, elle a une durée de vie très limitée. Donc, les vrais ça va, ça se ressent, d'accord? Ça ne se force pas, ça se ressent. Très important de garder ça aussi à l'esprit. Et pour d'essayer de faire autrement, petite suggestion, parlez-en autour de vous.
Dites la vérité à quelqu'un, dites la vérité à quelqu'un de votre entourage, quelqu'un en qui vous avez confiance. Dites-lui dans quel état vous êtes vraiment. Voilà. Laissez un proche, c'est le cas de le dire, vous approcher. Laissez un proche vous écouter. Retirez le masque petit à petit, débarrassez-vous-en parce que de toute façon, on va le laisser dans le passé, hein, ce masque-là. On ne va pas le récupérer dans la construction de la Renaissance. Donc, laissez-le tomber. Voilà, même si c'est douloureux, laissez-le tomber. Continuez l'accompagnement, surtout, quel qu'il soit. Bien souvent, au début, c'est que médical. Ça peut être le médecin généraliste, le médecin psychiatre, le psychologue, le psychothérapeute, euh, qui peut aussi rentrer dans l'accompagnement, mais surtout la partie médicale au départ. Ne l'arrêtez pas par pitié. Euh, Attention, un accompagnement médical, c'est pas forcément avec un traitement, il n'y a pas forcément des médicaments. Donc, chaque cas est différent. Donc, ne vous dites pas, j'en veux pas parce que je ne veux pas de médicaments. Allez déjà en parler avec un médecin psychiatre. Et puis, votre cas, voilà, sera étudié à la loupe par le professionnel qui va bien et il verra si oui ou non vous en avez besoin. Essayez de ne pas avoir d'a priori là-dessus. Voilà. Et essayez de ralentir, quoi qu'il vous en coûte, si vous avez envie d'accélérer, essayez de ralentir et surtout de vous garder entouré, c'est essentiel. Ah oui, la question suivante, elle est sympa aussi. Pourquoi l'accès à Internet ne suffit pas? En fait, on trouve tellement de choses sur Internet. D'ailleurs, on y trouve tout et son contraire, des choses très très intéressantes, hein. Mais c'est comme si vous me disiez, demain, je vais apprendre à faire du vélo en regardant une vidéo YouTube. Et il y a un moment donné, il faut bien se rendre à l'évidence, ça ne marche pas. Lire des livres à tard-larigot, ça ne marche pas non plus. Mais en même temps, quand on est le nez sous la couette en train de pleurer, on n'a pas la force de lire, donc ça ne nous traverse pas forcément l'esprit. En revanche, se mettre sur un écran et chercher de l'info, euh, voilà, ça peut effectivement faire partie du quotidien. Il faut bien comprendre que lire ou écouter une vidéo, ça n'est pas intégré. Donc, l'accès à l'information ne remplace ni la présence, ni la responsabilité, ni l'humanité. Donc, souvent, l'entourage, il est perdu. Donc, alors, ils font comme si, voilà, comme si ça allait mieux demain. Voilà. Mais non, en fait, d'accord? On va en parler aussi un petit peu après de l'entourage. Les proches, en fait, ils se déchargent parfois sur les médecins, sur les deux, trois articles qu'ils ont lus par-ci, par-là, et puis ils pensent que bah, justement, on sait parce qu'on a lu deux articles, donc on sait de quoi on parle. Puis en plus, le médecin, il a donné un traitement, donc voilà. Il, il s'appuie un peu sur le traitement, il s'appuie un peu sur le médecin, et puis ils disparaissent de la prise en charge. Mais les proches font partie à part entière de la prise en charge. Euh, Souvent, le compagnon ou la compagne peut être amené, par exemple, à ne rien changer au quotidien à la maison parce qu'il ou elle est en arrêt. Hein, donc la personne burn-outée est en arrêt, donc bah, ça va aller. Puis de toute façon, il voit le médecin, donc il est entre de bonnes mains, c'est pas la peine que je me renseigne. Bon. Donc forcément, la personne burn-outée, elle se sent un peu seule avec sa douleur. Et souvent, l'entourage aussi est amené à se dire non, mais ça va aller. Euh, Fais comme ceci, mon chéri, fais comme ceci, ma chérie. Et puis tu vas voir, ça va passer. Ça infantilise, mais ça fait rien passer du tout. Et en tant que personne burn-outée, tu peux aussi recevoir des conseils qui sont, mais alors, pas du tout adaptés. Donc voilà, choisis les gens avec qui tu as envie d'être en communication pendant cette période. Surtout, choisis les gens qui te nourrissent. Et l'entourage euh, peut aussi être amené à te laisser tout gérer et à pas te poser de questions et à banaliser ce qui se passe. Et parfois même à s'énerver parce qu'on est fatigué pendant très longtemps et l'entourage ne comprend pas forcément. Donc, l'entourage qui ne comprend pas la personne, c'est compliqué, mais l'entourage ne peut pas attendre de la personne burn-outée qu'elle reprenne ses esprits. Euh, En gros, l'entourage a besoin absolument de prendre soin activement de la personne qui est en burn-out. Ne vous contentez pas d'attendre, ne vous contentez pas de confier votre burn-outé dans les mains du médecin. Ça ne suffira pas. Quand on parle d'un accompagnement global et pluri, vous en faites partie. Voilà. Euh, Comment dire que l'information ne remplacera jamais l'implication, ne remplacera jamais l'humanité. Donc, euh, ben,
s'il y a des proches là qui m'écoutent, euh, j'ai envie de vous dire de façon vraiment la plus douce possible, si votre compagne ou si votre compagnon était en chimiothérapie, euh, vous vous contenteriez pas de lui donner un Doliprane. Euh, le burn-out, en fait, c'est une urgence invisible. Donc, le compagnon ou la compagne, il a un rôle essentiel à jouer, vraiment. C'est, un burn-out, ça touche jamais une seule personne dans un foyer. Quand il y a une personne en burn-out dans un foyer, tout le monde est en burn-out. D'accord? Donc, il faut vraiment l'intégrer, ça. Et pour la personne en burn-out, pour le burn-outé, suggestion importante, communiquez avec votre entourage. Éduquez votre entourage. Envoyez-leur des ressources quand vous en trouvez. Demandez-leur du soutien. Ouais, je sais, c'est super dur de demander de l'aide, mais demandez-leur du soutien. Communiquez vraiment le plus possible. Partagez ce que vous vivez, partagez ce que vous ressentez et proposez un cadre clair dans votre communication. Ils ne peuvent pas deviner ni ce que vous ressentez, ni ce que vous vivez, et encore moins ce qu'il y a dans votre tête. Euh, il y a une interview où on a vraiment beaucoup parlé de ça. C'était la table ronde d'ouverture du samedi avec Camille Berne et Virginie Thion. Donc voilà, on a beaucoup parlé de l'entourage dans cette vidéo-là. Donc si vous en avez besoin, n'hésitez pas à y retourner. D'accord? Alors la question suivante, c'était, oui, ça fait mal un petit peu celle-ci. Et si je suis sous la couette, en larmes, incapable de me projeter? Alors, il faut savoir que si tu en es là, c'est que ton système nerveux, il est en défense totale. Le mental n'a plus accès à des options, d'accord? Il est en shutdown. C'est fermé. Il a tout fermé, il a tout bloqué, il a tout verrouillé. Donc là, c'est pas de la paresse. C'est juste que ton système, il peut plus faire autrement. Il n'a pas réussi à t'arrêter. Donc, il a tout verrouillé pour être sûr que tu ne bouges plus, ne serait-ce que le petit doigt. Voilà. Il a tout bloqué. Donc, croire que tu vas aussi mal aujourd'hui et que tu iras aussi mal demain et que tu iras aussi mal encore pendant des mois, euh, c'est vrai aujourd'hui, mais ce ne sera pas vrai dans des mois. Ce que je veux dire, c'est que n'essaye pas de croire que tu devrais te bouger, n'essaye pas de te juger pour te dire que tu devrais aller mieux. Non, d'accord? Là, tu es juste dans l'incapacité de te lever le matin. Quand tu arrives à te lever le matin, enfin, tu es juste incapable de te lever le matin sans pleurer. Euh, Bien souvent, tu te détestes de ne pas arriver à reprendre le dessus. Tu passes de la panique au vide et il n'y a pas d'entre-deux. Hein, donc voilà, c'est assez angoissant. D'ailleurs, tu es angoissé dès le réveil. Tu ouvres une paupière, tu es déjà angoissé. Et tu évites le regard des autres, bien entendu. Et tu penses que tu es complètement foutu et que comme en plus tu as la mémoire qui se barre en cacahuète, la concentration c'est pareil, etc. Tu te dis que c'est sûrement neurologique et que là-haut il y a des ampoules qui ont dû griller, que ça ne reviendra peut-être jamais. Donc oui, ça fait bien flipper, mais ce que tu vis actuellement est un état de dérégulation temporaire. Voilà, ça ne va pas durer. Tu ne vas pas rester comme ça. Par contre, tu t'en sortiras pas tout seul. Ni tout seul, ni toute seule. Voilà, je précise vraiment, c'est super important. Et c'est pas grave d'avoir besoin d'aide pour s'en sortir. Voilà, je le répète, ce que tu vis est temporaire. Ton corps a besoin de sécurité. Donc c'est normal que pour l'instant, tout soit verrouillé. Donc, suggestion, là, il faut en passer par accepter ton état, créer du micro-mouvement et de la micro-désobéissance et trouver un espace d'écoute. Euh, la question suivante, c'était... Ah oui, la question suivante, c'était et les groupes de parole. Alors, très intéressant. Merci beaucoup pour cette question. Euh, les groupes de parole, en fait, ça nourrit un sentiment d'appartenance. Et le sentiment d'appartenance, ça soigne ce que l'isolement a détruit. Je ne vous fais pas un schéma, vous savez exactement où on est. Donc, par contre, le piège, c'est de croire que ça va suffire à reconstruire. Exemple, tu entends une histoire qui te ressemble, tu te sens moins seul, tu n'as rien à prouver, tu ne dépends
de personnes, tu commences à te détendre enfin parce que tu te rends compte qu'il y a d'autres gens qui vivent la même chose que toi et qui parlent le même langage que toi, et donc du coup, tu reprends espoir. Donc, suggestion, tester un groupe, euh, s'y engager sur plusieurs séances, une ne fera pas de miracle, faut pas rêver, et surtout partager pendant les réunions sans performer. Donc, quand je vous parle de groupe de parole, certains peuvent être en train de se dire, mais de quoi elle nous parle? Donc, pour parler clairement, l'addiction au travail, quand on transforme ça en groupe de parole, ça donne le terme workaholic anonyme. Workaholic voulant dire en anglais addiction au travail et anonyme voulant dire anonyme, je ne fais pas la traduction. Donc, les workaholics anonymes, le sigle c'est WA, ce sont des groupes de parole qui sont basés sur le modèle des alcooliques anonymes, qu'on voit maintenant de plus en plus dans les séries. Ils suivent d'ailleurs les 12 étapes de rétablissement qui émanent de la fraternité des alcooliques anonymes et qui ont été bien sûr adaptées à l'addiction au travail, avec un cadre commun, c'est-à-dire la confidentialité, l'anonymat, le non-jugement et le partage d'expériences. Donc, c'est pas un endroit de thérapie, soyons clairs sur le sujet, mais en revanche, ce sont des espaces puissants d'entraide entre personnes concernées, c'est-à-dire entre personnes qui vivent exactement la même chose. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de se réunir entre personnes qui reconnaissent avoir eu une relation dysfonctionnelle au travail, une suractivité, bien sûr, une incapacité à s'arrêter de travailler, bien sûr, un épuisement chronique, bien sûr, et une compulsion à prouver, etc., etc., etc. Concrètement, comment ça se passe? Donc, le format, c'est des réunions régulières en ligne ou en présentiel. Quand on les voit dans les séries télé, c'est souvent, ils sont en salle et souvent, ils sont assis en cercle et ils s'appellent par leur prénom pour justement préserver leur anonymat. On ne vous demandera pas votre nom de famille, on ne vous demandera pas non plus quel métier vous faites. Il y a un temps de parole qui est libre, ou alors ça peut être à thème. Donc voilà, ça dépend des réunions. Donc si vous en faites plusieurs, vous aurez plusieurs cadres qui vous seront proposés. On ne vous y donnera aucun conseil, aucun coaching, juste du vécu brut, vraiment, vrai et sincère. Voilà, c'est l'authentique à 200%. Il n'y a pas besoin de bien parler, il n'y a pas besoin de performer, ça ne marche pas comme ça. Et on peut juste écouter au début, si on n'est pas dans l'optique de partager tout de suite, et puis on peut partager voilà, au moment où on se sent prêt. Pourquoi c'est puissant, les groupes de parole? Parce que personne ne comprend mieux qu'un burn-outé qu'un autre burn-outé. On ne se sent jamais aussi bien compris que par quelqu'un qui a vécu, qui a traversé et qui a éprouvé ce que nous-mêmes on a vécu. Voilà. Donc, euh, peut-être aussi parce que pour la première fois, dans ces groupes de parole, tu vas te sentir entendu dans ton épuisement, tu vas te sentir aussi reconnu et tu vas te sentir aussi reconnu dans tes mécanismes de fonctionnement. Voilà, parce que le groupe, il te donne finalement ce que le mental te vole. Il te donne de la compassion, il te donne de la clarté, il te donne de la cohérence. Le groupe, il te donne tout ça. Voilà. Et c'est ce que tu as volé, c'est ça que tu as volé tout ton burn-out en fait. Et par contre, il faut bien entendre que ça n'est pas un accompagnement thérapeutique. Voilà. C'est un outil complémentaire d'une immense valeur émotionnelle et humaine, mais ça n'est pas un accompagnement thérapeutique. En revanche, il va t'aider à nommer ta dépendance. Il va t'aider à te sentir moins seul. Il va t'aider à t'observer et à observer ce qui se joue à l'intérieur de toi. Il va aussi t'aider à faire des liens et il va aussi t'aider à te mettre en mouvement. Et ça, c'est super important. Donc, si vous avez voilà, l'occasion d'aller vous renseigner, vous tapez Workaholic sur mon ami Google. Bien sûr qu'il y a des réunions anglophones, mais il y a aussi des réunions en français, rassurez-vous. C'est sur Zoom la plupart du temps, c'est de manière confidentielle et gratuite. Et on ne vous demande aucune inscription, aucun engagement. D'accord? Voilà. Euh, et si tu sens que ton rapport au travail, notamment, euh, te fait plus de mal que de bien aujourd'hui, je pense que tu ne serais pas là si c'était pas le cas, ben, moi, je te suggère d'aller écouter. Va écouter ce qui se dit dans ces groupes de parole et tu verras.
et on ne t'y demande rien, tu seras juste enfin entouré de gens qui savent et ça fait vraiment du bien. Donc voilà, tu peux essayer ça. Et enfin, il y avait aussi ah oui, il y avait aussi une dernière question, et c'est ça. Est-ce que je peux vraiment m'en sortir? Donc, oui, la réponse est oui. Et ne doute surtout jamais de ta capacité à changer. Le piège, en fait, tu crois que ton état, c'est une fatalité, mais pas du tout. Voilà. Tu te dis, ouais, non, mais moi, je suis comme ça. Moi, j'ai peur d'espérer. Je refuse de rêver. Je n'arrive pas à me projeter. Tu peux aussi être amené à rejeter l'aide qui t'est proposée. Tu peux te dire, bah non, c'est pas pour moi. Ce qu'il faut entendre là, c'est que ta vérité, c'est pas ce que tu vis aujourd'hui. D'accord? Ta vie, elle n'est pas finie. Elle commence. C'est ta renaissance qui est en train de commencer. Donc, il faut t'imaginer dans une vie différente. Il faut t'entourer de personnes ressources, d'accord? Et il faut aussi faire un premier pas réel. Il faut faire un premier pas concret quand tu seras prêt. Voilà. Parce que ça passe par la décision de passer à l'action. Ça descend pas tout seul comme ça par le bon vouloir du Saint-Esprit. Ça, par contre. Donc, en fait, pour conclure, ce que j'aimerais en fait que tu retiennes, c'est que tu n'es pas addict au travail. Tu as appris à survivre comme ça. C'est pas la même chose. D'accord? Et que maintenant, tu peux réapprendre à vivre autrement. Tu peux euh, te réinventer finalement. Et ce sommet, il est là pour ça. Ce sommet, c'est une aventure. C'est pas une série Netflix. D'accord? Quand tu arrives au dernier épisode, quand tu arrives à la dernière interview, tu n'es pas censé enchaîner avec une autre série. OK? Tu es censé poser une action. Tu es censé poser une action. Pas 10, pas 12, une simple, claire, réelle. Voilà. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est pas une fatalité. Par contre, tu peux pas guérir sans décider de faire autrement. Il y a besoin d'une décision. Donc, oui, ton corps, il a les ressources. Oui, tu vas t'en sortir, c'est évident. Moi, je n'ai aucun doute sur ce sujet, mais ça ne se fera pas tout seul. Donc, l'accompagnement, c'est la clé de la sortie. Alors, bah, si il te reste une action à faire après cette vidéo, bah, choisis de pas rester tout seul ou de ne pas rester toute seule. Ça fait un moment que je suis en train de tourner cette vidéo et je suis en train de me dire que je vais quand même vous donner, je vais fermer par une toute petite parenthèse, en fermant par mon accompagnement. Je vais vous parler, je vais vous faire une petite minute sur le petit brief de mon accompagnement qui s'appelle Intentionnel, qui est pour les personnes qui sont prêtes à se transformer en profondeur dans leur relation au travail, dans leur façon d'être et aussi dans leur santé mentale. Intentionnel, il est vraiment fait pour ça, en fait. Voilà. C'est un accompagnement de 5 mois qui est sur mesure, qui est pensé donc pour les personnes qui ont traversé un burn-out, qui veulent absolument reconstruire une trajectoire stable et durable, qui ne veulent plus jamais revivre ce qu'elles sont en train de vivre et qui savent que continuer à peu près comme avant, c'est-à-dire faire de la mini-négociation, ce serait vraiment une erreur fatale. Et, et oui, il faut aussi que je te dise que très concrètement, intentionnel, ça ressemble à, comment te dire ça de façon courte et efficace. Euh, quand tu rentres dans l'intentionnel, tu en ressors transformé. Voilà, il n'y a pas d'autre, voilà, non, il y a pas d'autre explication en fait. Tu rentres d'une certaine façon et tu en ressors transformé. C'est une vie en fait dans laquelle tu te réveilles plus le matin avec la boule dans ton ventre en pensant à ta journée, que ce soit ta journée de travail ou ta journée tout court. Euh, Tu passes plus non plus tes soirées à récupérer ce que le travail t'a volé dans la journée. Tu n'as plus besoin de t'écrouler pour t'autoriser enfin à t'arrêter. Tu vis plus avec cette peur sourde de replonger sans t'en rendre compte parce que la rechute, elle est toujours en train de mouliner dans la tête du burn-outé. Et après ton accompagnement intentionnel, ce que tu vis, en fait, c'est une vie où tu travailles sans te détruire, sans te trahir, tu avances sans t'abandonner. C'est aussi une vie dans laquelle, en fait, tu sais exactement où sont tes limites, où sont tes frontières. Tu n'attends plus que quelqu'un te les donne ou que quelqu'un te les montre.
et tu n'attends plus non plus de les dépasser pour t'écouter. Ça, c'est tellement précieux. Tu reconnais les signaux faibles avant qu'ils deviennent des signaux forts. Tu n'as plus besoin non plus de prouver ta valeur par l'épuisement. Ça, c'est fini. Ça, c'était du avant. Et tu choisis ton rythme. Tu choisis tes combats. Tu choisis tes priorités. D'accord? Après, intentionnel, ta vie, c'est ça. Et surtout, c'est une vie dans laquelle le burn-out ne te fait plus peur. Parce que tu sais exactement comment fonctionne ton système. Tu sais exactement comment il te parle et comment l'empêcher de te piéger encore une fois. Et ça, c'est juste inestimable. Donc, en gros, intentionnel, c'est sortir définitivement de la survie, c'est retrouver une lucidité profonde, c'est reconstruire une identité qui ne repose plus sur la performance, j'insiste, et c'est aussi se créer une vie dans laquelle tu n'as plus besoin de te casser en 1000 morceaux pour réussir, d'accord? Tu peux être ambitieuse et ne pas repasser par le burn-out, ok? Voilà. Je suis ambitieuse et je n'ai pas du tout prévu de mettre un burn-out numéro 2 sur mon chemin. Ce programme, en fait, je ne l'ai pas créé pour aller mieux, soyons très clairs. Je l'ai créé pour ne plus jamais rechuter. Voilà, pour apprendre à vivre autrement, un point, c'est tout. Voilà. Donc, il n'y a pas de négociation possible et on ne retourne pas droit avant. Et pour accompagner des personnes qui veulent changer de trajectoire et pas juste pour réparer les dégâts. Si vous voulez juste réparer les dégâts, s'il vous plaît, ne venez pas me voir. Voilà, je ne suis pas la bonne personne pour vous. Et par contre, si en écoutant ça, tu te dis, mais c'est exactement ça que je veux, et je sais que je ne peux pas le faire seule, alors là, ouais, là, c'est probablement effectivement avec moi que ce chemin doit commencer. Et donc, du coup, tu peux prendre ton rendez-vous, le lien pour prendre rendez-vous dans mon agenda, il est juste en dessous, tu le retrouveras sous la vidéo. Et j'ajoute juste encore une toute petite dernière chose, parce que c'est, je crois, important que je le dise, et ce que je vais dire là ne s'adresse vraiment pas à tout le monde. Il y a deux types de personnes qui traversent un burn-out. D'accord? Il y a les premières qui veulent aller mieux, qui veulent se reposer un peu, et puis qui veulent retrouver un semblant de contrôle. Et puis, il y a celles qui comprennent que leur ancienne vie, elle est morte. Vous aurez bien compris que moi, c'est avec les deuxièmes que je travaille. Ce n'est pas avec les premières. D'accord? Donc, euh, et surtout si vous voulez devenir quelqu'un d'autre, d'accord? Euh, si vous voulez juste survivre, on n'est pas au bon endroit. Voilà. Par contre, si vous voulez apprendre à construire à partir de votre âme et à partir de ressources qui sont à l'intérieur de vous, sans vous appuyer sur de la performance, là, on est au bon endroit. Moi, je travaille avec les gens qui veulent plus négocier avec leurs besoins, d'accord? Donc, les chouin-chouin, c'est pas chez moi non plus. Les personnes qui n'ont plus envie de se conformer, les bisounours, c'est pas chez moi non plus, c'est pas possible. Les personnes qui savent que leur vérité intérieure, elle est devenue non négociable. Et avec les personnes qui sont prêtes profondément à regarder ce qui fait mal euh, et à plus faire semblant. Voilà, parce que c'est à partir de là qu'on va construire. C'est à partir du moment où on construit à partir de là que ça devient durable et que ça devient pérenne. Voilà. Moi, je suis pas là pour réparer une version abîmée de toi-même. C'est pas possible. Je suis là pour t'accompagner à incarner une version que tu n'as encore jamais autorisée à exister. Ça, oui. Et ça, par contre, c'est exigeant. Donc, oui, c'est exigeant parce que forcément, bah, il faudra laisser mourir les identités qui te protégeaient avant. Il faudra les laisser dans l'avant, officiellement. Il faudra renoncer aussi à ta dépendance à la reconnaissance. D'accord? Il faudra aussi ça le laisser dans avant. Et il faudra aussi devenir profondément responsable de ton énergie, profondément responsable de tes choix et profondément responsable de ton mode de vie. Donc, la maladie de la stacose, c'est pas chez moi non plus. Ah ouais, non, mais c'est à cause de hier, il pleuvait, j'ai pas pu. Ah non, mais c'est à cause du petit, il était malade cette nuit, j'ai pas pu. Non. La maladie de la stacose, c'est pareil. Je suis désolée, mais c'est pas chez moi non plus. D'accord? euh, Tu pourras plus te cacher derrière les je savais pas, parce que maintenant tu sais. Ça fait toute la différence. Et tu ne pourras pas non plus dire je n'ai pas le temps. Parce que le temps, on va le prendre. Et en plus, si tu travailles avec moi, tu vas t'engager à prendre du temps.
Et moi, je vais t'aider à prendre du temps. Donc, tu ne pourras plus dire, j'ai pas le temps. Et tu ne pourras plus non plus appeler urgence, ce qui est en réalité de l'auto-trahison. Ça aussi, on laisse dans avant. Voilà. Par contre, tu vas récupérer beaucoup, mais beaucoup, beaucoup de choses en échange. Voilà. Tu vas récupérer ta souveraineté, tu vas récupérer ta puissance, tu vas récupérer ta paix, tu vas récupérer ton tempo, tu vas récupérer ton autonomie. Et ce sera plus en mode burn-out, ce sera en mode intentionnel. Et ça change tout. Voilà. Euh, et quand je disais en préambule que c'était pas pour tout le monde, bah oui, c'est pas pour tout le monde. Euh, mais si c'est pour toi, dans tous les cas, une chose est sûre, c'est que tu le sais déjà. Voilà. Donc, réserve ton appel, tu as le lien sous la vidéo. Et, euh, et rappelle-toi que je ne travaille qu'avec les gens qui sont prêts à s'engager à fond. Et pour les gens qui sont prêts pour de vrai, à être vrais et à être enthousiaste à l'idée de découvrir quelle est la vraie personne qu'il y a à l'intérieur d'elle-même. Voilà. Je te dis à tout bientôt et bonne fin de semaine.